Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette table ronde sur électrique. En guide d'introduction, je souhaitais vous rappeler quelques chiffres sur le secteur des transports tout d'abord, qui est le premier poste émetteur de gaz à effet de serre en France, avec 31% de nos émissions. C'est quasiment une fois et demie plus que le second secteur qui est celui de l'agriculture. Et parmi ces 31%, ces émissions sont essentiellement dues au déplacement des personnes en voiture particulière. 51% des émissions du secteur des transports, c'est vous, c'est moi qui le réalisons quand on va au travail, quand on va chercher ses enfants au sport, quand on part en vacances. Donc, on comprend bien que dans ces conditions, les émissions liées à ces trajets, et en particulier via le développement de la mobilité électrique, sont vraiment sur notre chemin critique pour atteindre notre objectif net zéro émission. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ensemble de son cycle de vie, de la conception à la construction, l'impact carbone d'un véhicule en France est de 10 tonnes de CO2 pour une voiture électrique, contre 27 tonnes pour une voiture essence. Donc, comment réussir la transition vers une mobilité plus électrique? Quels sont les enjeux, les freins et les opportunités? Pour y répondre, j'ai avec moi ce matin la chance d'être entourée par un panel de 5 experts et chefs d'entreprise du secteur. Messieurs, bonjour. 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 Avant d'ouvrir le débat, je souhaiterais commencer par un tour de table pour que vous puissiez vous présenter, ainsi que vos entreprises ou vos organisations. Monsieur Bloch, je vous laisse vous présenter en premier. Bonjour, donc moi je travaille au CEA. Le CEA, c'est un centre de recherche qui travaille sur le nucléaire, mais qui a aussi des activités civiles de recherche et développement appliquées au service de ses partenaires industriels et ainsi que de recherche fondamentale. Donc on fait à peu près 16 000 personnes aujourd'hui. Donc il y a 10 centres CEA en France. Donc moi je suis ingénieur-chercheur au CEA depuis 1992, donc une trentaine d'années. J'ai eu auparavant des expériences industrielles chez Schneider Electric, chez Varta, qui était une société allemande. Je travaille depuis ce temps-là dans le domaine de l'énergie, du stockage, de la conversion électrochimique de l'énergie, sur les accumulateurs lithium, sur les piles à combustible. J'ai travaillé aussi. J'ai occupé plusieurs postes successivement, donc chef de laboratoire, responsable programme. Dans le domaine de l'énergie plus généralement, j'ai par exemple participé au groupe de travail du Haut Commissaire de l'énergie atomique sur la coexistence du nucléaire et du renouvelable, dont le rapport a été publié en juin 2018. Voilà. Beaucoup. Monsieur Demont. Bonjour. Alors donc moi j'appartiens au groupe Renault et plus particulièrement aujourd'hui donc au sein de la Software République en tant que programme manager. Alors la Software République, qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est une initiative portée par 6 entreprises technologiques qui ont une ambition, en fait, c'est avec de l'open innovation, en fait, d'être capable de créer un écosystème principalement logiciel avec une souveraineté européenne pour être capable de développer un écosystème autour de 3 thématiques qui nous intéressent aujourd'hui. La première, c'est le véhicule connecté, et aussi tous les impacts de cybersécurité. Le deuxième aspect, c'est toute la partie mobilité, donc mobilité au sens véhicule, mais aussi toute la micromobilité, donc adresser le marché du déplacement des personnes. Et un troisième sujet sur lequel j'interviens particulièrement, qui est le sujet de l'énergie. Et en fait, la problématique aujourd'hui, c'est comment être capable de lier le secteur de l'automobile, donc de la recharge du véhicule, au secteur de l'énergie qui produit pour finalement être capable de faire des synergies. Beaucoup. Monsieur Guimot. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je suis le programme manager du MoveLab, qui est l'accélérateur des startups de la mobilité et de l'automobile de Station F. On a été créé avec 2 missions, accélérer les startups françaises et internationales sur ces thématiques, et puis faire collaborer ces startups avec les acteurs historiques de la filière. Depuis notre création en 2017, on a accompagné plus de 50 startups, notamment Batteries for People, qui est représenté ici par Guillaume. Salut Guillaume. Et on a la chance d'avoir le soutien de grands acteurs industriels du monde de la mobilité et de l'automobile, comme Bridgestone, BMW ou Cofidis par exemple. Et puis derrière le MoveLab, c'est 2 structures. C'est d'une part le CNPA, l'association professionnelle des services de l'automobile, qui représente la filière aval automobile,
donc tout ce qui est relatif à la distribution, à la maintenance, à la location, etc. Et puis, l'autre cofondateur du MoveLab, c'est VID, qui est la branche innovation et corporate venture du leader en Europe de la maintenance automobile, Mobivia, qui est connu sous ses marques Noroto ou Midas. Puis je profite de cette petite tribune pour inciter les startups qui nous regardent aujourd'hui à postuler au European Startup Prize for Mobility, qui est le concours de startup que VID a créé avec le Parlement européen. Donc, si vous êtes une startup française qui veut accélérer en Europe, n'hésitez pas à postuler. C'est le European Startup Prize for Mobility. Voilà pour moi. Merci Clément. Non, mais si vous voulez, vous pourrez aussi indiquer ces informations dans le chat pour nos participants. Merci beaucoup. Monsieur Hébert. Bonjour à tous, ravi d'être ici. Merci aussi pour l'invitation. Du coup, je suis CEO d'une startup qui s'appelle Batteries for People, qui est en effet incubée en ce moment au MoveLab. En 2 mots, avec Batteries for People, on développe et on commercialise des services autour de la mobilité électrique, justement, le tout en s'appuyant sur une expertise des données issues des batteries. Bon, on collecte des données des batteries en usage réel dans des véhicules électriques, on les interprète, on comprend des choses sur les batteries et on crée des services. Aujourd'hui, on a 2 marques sur le marché. Une première, Label Batterie, qui permet de certifier l'état de santé des batteries des véhicules électriques d'occasion, et une application mobile qui s'appelle Antilope, qui fait de la prédiction ultra précise de consommation pour véhicules électriques et de la planification de trajet avec intégration des bornes de recharge, etc. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous terminons le tour de table avec Monsieur Renard. Oui, bonjour à tous. Donc Claude Renard, coordonnateur au déploiement des bornes pour véhicules électriques au ministère de la Transition écologique, mais avec un rôle un peu également interministériel. Faut voir que l'administration sur les sujets de déploiement des bornes a plusieurs rôles. Déjà, avec tout ce qui concerne la réglementation européenne, notamment avec le paquet Fit for 55 qui a été annoncé le 14 juillet dernier. Donc, on a beaucoup d'actions sur ces sujets-là. Un gros volet naturellement réglementaire avec des décrets, des textes d'application, mais aussi sur le déploiement des bornes, comment accompagner l'incitativité. Donc, il y a aussi des liens très forts avec des éléments fiscaux, par exemple, ou protection du consommateur avec la DGCCRF ou d'autres points. En complément de ces volets, au niveau administration, on suit évidemment des budgets, notamment dans le cadre du plan de relance, et peut-être également prochainement dans France 2030. Et puis on suit aussi naturellement le dispositif Advenir, bien connu des opérateurs de bornes, et on essaye d'accompagner l'écosystème pour déployer les bornes, non pas pour simplement déployer des bornes pour des bornes, mais vraiment pour accompagner l'électromobilité au sens large. C'est ça qui nous importe le plus. Merci beaucoup. Donc, pour ouvrir ce débat, comme je le rappelais en introduction, en France, nous sommes dans une situation particulière parce que grâce à notre mix électrique fortement décarboné, le secteur des transports est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre, ce qui n'est pas forcément le cas des autres pays européens. Donc, c'est je dirais aussi une chance de pouvoir se focaliser sur ce secteur. Alors, pour réduire ces émissions, une des solutions proposées, c'est le développement de la mobilité électrique. C'est une priorité. Quels sont, selon vous, les principaux enjeux auxquels fait aujourd'hui face la mobilité électrique pour se massifier? Monsieur Guillemot, peut-être, on commence par vous? Écoutez, très bien, merci. Donc, la mobilité électrique pour se massifier, elle fait face à beaucoup d'enjeux. Alors, les enjeux technologiques, industriels liés aux batteries et à la structuration de la filière associée. Il y a le défi majeur du déploiement d'un réseau de bornes de recharge suffisamment dense à l'échelle du territoire. Il y a des personnes plus compétentes et beaucoup plus qualifiées que moi qui parleront de ces sujets, je pense, après moi. Moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est de ce qu'on observe tous les jours au MoveLab et chez VID. C'est-à-dire que il y a des transformations profondes qui traversent notre économie, qui sont générées par le digital, la data, nos modes de consommation. Et donc, un des principaux enjeux qu'a la mobilité électrique pour se massifier, c'est d'accompagner, d'épouser la manière dont ces transformations se répercutent dans le monde de la mobilité. Donc, le principal enjeu, c'est d'accompagner, en fait, de s'inscrire dans le cadre des nouvelles mobilités, épouser ce nouveau paradigme. La nouvelle mobilité, qu'est-ce que c'est? On pourrait faire des dizaines de tables rondes sur ce sujet, c'est un sujet extrêmement vaste.
Donc, parlons de manière extrêmement simple et de manière non exhaustive. Eh bien, tout d'abord, la mobilité électrique, elle doit s'inscrire dans tous les nouveaux usages de consommation de la mobilité, la souscription, les mobilités partagées, les parcours clients en ligne, les mobilités douces, l'explosion des micromobilités. Peut-être qu'on y reviendra dans la deuxième partie de notre échange, mais je pense qu'avec l'explosion du vélo à essence électrique, 500 000 qui se sont vendus en France l'année dernière, on a une des plus grandes révolutions peut-être des dernières décennies dans les mobilités urbaines. Donc voilà, une première chose, c'est que la mobilité électrique doit accompagner, s'inscrire dans ces nouveaux usages. Elle doit s'inscrire aussi dans l'émergence de tous les nouveaux services qui sont créés par, j'ai dit, par la data, par l'assurance. Elle doit s'inscrire dans tous les nouveaux services que la data, que le digital, etc. vont créer dans le monde de l'assurance, dans le monde de la maintenance et dans beaucoup d'autres choses. Et puis elle doit s'inscrire aussi dans cette dynamique en fait d'émergence de nouveaux véhicules, puisque les nouvelles mobilités souvent ça implique de nouveaux véhicules. On a été tous on a regardé avec beaucoup d'intérêt l'AMI. En fait, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent. Il y a des gammes de véhicules de plus en plus larges et certains même disent qu'on revient un peu à la situation du début du XXe siècle où on va avoir un nouveau bourgeonnement du nombre de fabricants de véhicules et de types de véhicules. Pour résumer, la mobilité électrique, c'est pas simplement en fait la mobilité de demain, la mobilité d'hier, pardon, où on change le moteur thermique en moteur électrique, puis plus rien ne change, rien d'autre ne change. En fait, l'enjeu pour la mobilité électrique, c'est d'embrasser en fait une transformation bien plus large de nos mobilités vers les nouvelles mobilités, plus partagées, plus douces, plus connectées et plus digitales. Merci beaucoup, Monsieur Guimot. Donc, effectivement, la mobilité électrique a des challenges intrinsèques, mais s'inscrit aussi dans un bouleversement plus systémique, finalement, de nos habitudes de transport. Monsieur Guimot, vous, du point de vue peut-être un peu plus du constructeur, mais en tout cas de l'aspect vraiment le véhicule électrique dans son nouvel écosystème, qu'est-ce que ça vous inspire? Quels sont les principaux enjeux selon vous? Je pense que je vais prendre la question. Vu que je travaille chez un constructeur automobile, alors je suis tout à fait d'accord avec Clément, hein, ce qu'il faut se dire, c'est que cette opportunité de cette transition vers l'électrique, il ne faut pas qu'elle se fasse à 1 pour 1. Il y a énormément de nouveautés qui arrivent sur le marché et puis il faut qu'un jour on puisse aussi s'inspirer, je pense, de nos voisins nordiques qui utilisent le vélo, même quand il pleut, même quand il y a une neige. Donc des fois, on va dire, les conditions climatiques ou d'autres problématiques sont tout à fait supportables pour pouvoir passer de la voiture à un moyen, on va dire, plus propre intrinsèquement. Donc moi, si je me concentre sur le véhicule électrique, donc effectivement cette transition, aujourd'hui pour moi il y a on va dire 2 aspects qui sont assez critiques pour vraiment permettre la massification. Aujourd'hui, c'est quand même des early adopters, donc des gens qui sont inspirés ou qui avaient envie d'essayer la voiture électrique qui y sont passés. Souvent, ce sont des gens qui ont une situation plutôt confortable, qui vont avoir une maison, un garage, donc le problème de la recharge à domicile, finalement, c'est très simple, hein, on se branche dans son garage et puis la voiture est chargée le lendemain matin. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça, c'est pas envisageable pour les 70% de personnes en France qui habitent dans un appartement et qui n'ont pas forcément accès à une place de parking fixe tous les soirs. Donc pour moi, ça c'est un des premiers enjeux, hein, c'est d'être capable de proposer finalement à n'importe qui, dans n'importe quelle situation, une place de recharge simple, avec un coût modique. Hein. Aujourd'hui, le coût de l'énergie dans la maison, on va dire qu'il est à un certain prix qui est pas forcément, qui a un certain niveau, ce qui soit cher ou pas, ça c'est aux gens de juger. Mais si on regarde le ratio entre le coût pour se recharger à la maison et ce coût en recharger en voirie, ça peut être du simple au double s'il y a des aides, ou du simple au triple s'il n'y a pas d'aide et que c'est seulement du privé. Donc acheter aujourd'hui un véhicule électrique sans avoir une solution pour tous les soirs pour pouvoir se brancher en toute sérénité sans avoir à se dire est-ce que je vais aller dans telle rue ou dans telle rue parce qu'il y a une borne qui est disponible, ça c'est le premier critère. Ensuite, il y a un autre critère qui est peut-être moins visible, mais qui va arriver de plus en plus, avec les batteries qui grossissent un peu, avec les réseaux de recharge en itinérance qui se démocratisent.
Les gens vont forcément être tentés d'aller plus loin avec le véhicule électrique. Et un jour, le véhicule électrique ne sera pas le deuxième ou le troisième véhicule de la maison, mais ça sera bien le premier. Et donc là, on va faire face à des défis qui sont majeurs, puisque on sait très bien que le jour des départs en week-end, il n'y aura pas de place pour tout le monde sur les bornes de recharge rapide sur les autoroutes. Il va falloir trouver des solutions et potentiellement changer les usages. Et donc ça, je pense que c'est un défi qui aujourd'hui n'est pas encore relevé. Il y a beaucoup de solutions. Je pense que les startups ont sûrement beaucoup de choses à apporter. Il va falloir trouver vraiment les solutions au terme de l'écosystème. Et enfin, un dernier point qui est primordial aussi, c'est le coût. Ce qu'il faut se dire, le coût et l'autonomie. Et en fait, les deux vont de pair. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la tendance, donc effectivement, le prix des batteries se réduit. Donc ça, on va dire, c'est plutôt une bonne nouvelle grâce à la recherche, au développement ou la massification du parc de véhicules électriques. Mais aujourd'hui, la course, en tous les cas, pour les constructeurs généralistes, ça ne va pas être de profiter de la baisse du prix de la batterie pour pouvoir faire une batterie plus grande, à ISO-coût. Ça sera plutôt de proposer finalement une baisse de prix pour que le véhicule électrique atteigne sa promesse d'être aussi économe que le véhicule thermique. Donc, ce qui veut dire, c'est que les usages vont forcément devoir changer et il est, je pense, assez illusoire, en tous les cas, pour le véhicule de Monsieur Tout-le-Monde d'imaginer dans 10 ans, dans 20 ans, de pouvoir faire un Paris-Marseille d'une traite. Merci beaucoup, Monsieur Demont. Donc, effectivement, dans les différents facteurs limitants qu'on retrouve, qui ont été cités, la recharge et la batterie reviennent un petit peu comme les points d'achoppement principaux, en tout cas d'un point de vue des facteurs technologie limitants à l'heure actuelle. Alors, quels sont les moyens, les stratégies, les innovations déjà mis en œuvre et selon vous à mettre en œuvre dans le futur pour vraiment lever ces contraintes? Monsieur Renard, on a parlé beaucoup de points de recharge, de commodité dans la recharge. Quel est votre avis et votre vision? Oui, très, très clair. Non, ce que j'ai bien entendu, c'est l'aspect usage, des usages des utilisateurs des véhicules électriques. Jusqu'à maintenant, on entendait souvent, mais on n'entend plus du tout parler depuis quelque temps de cette discrimination entre véhicules essence et diesel en fonction du nombre de kilomètres qu'on réalise. C'était quelque chose qu'on avait tous en tête. Et maintenant, on ne se pose plus la question de savoir est-ce que le véhicule électrique est adapté à mes usages ou le véhicule hybride rechargeable en fonction de ses usages, alors évidemment de déplacement, mais c'est aussi, et ça a été dit juste avant, ses capacités de recharge à domicile. On a des personnes qui n'ont pas de place attitrée chez eux. On a aussi des personnes où c'est un peu plus difficile parce que même si c'est possible, avec le droit à la prise, avec des solutions dans du résidentiel collectif, que ce soit des copropriétés ou quand on est en appartement avec un parking avec une place attitrée. Mais même là, ce n'est pas forcément très simple. L'accompagnement public, notamment de l'État, se fait sur ce type de cible qui est prépondérant, puisqu'on a quand même beaucoup d'utilisateurs qui vivent dans du résidentiel collectif. Mais on a mis en place depuis le début de cette année, justement, et j'ai dit un peu en introduction, dans le cadre du plan de relance, de la station de recharge rapide ou voire ultra rapide sur les aires de service d'autoroute. Et je pense que c'est un peu la cible qu'il faut vers laquelle on s'oriente massivement, contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années. Et c'était le cas, c'était un peu le cas dans la directive européenne de 2014 sur le carburant alternatif qui voulait un maillage excessivement dense de bandes de recharge, mais éventuellement lentes, où on se recharge tous les jours, on fait une course de 2 heures, on se recharge le soir, on se recharge en permanence. C'était un schéma qui était naturel quand les véhicules avaient, et ils avaient, il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques années, ils avaient 120, 140 km d'autonomie. Aujourd'hui, on arrive à 350, 400, je parle de kilomètres réels, c'est déjà un très, très net progrès. On affiche aujourd'hui des véhicules qui font 500, 600 km, mais honnêtement, ce ne sont pas encore aujourd'hui des véhicules pour Monsieur Tout-le-Monde, ce sont des véhicules haut de gamme, très chers. Donc, j'ai envie même si la technologie existe, de ne pas les évoquer aujourd'hui. Ce n'est pas massivement ces véhicules électriques qui vont rentrer dans le parc roulant. Aujourd'hui, le parc roulant, il est plutôt à 300, 350 km d'autonomie réelle. Et effectivement, à Paris-Marseille, il est un petit peu compliqué avec des recharges qui peuvent durer, même si c'est une demi-heure,
avec des niveaux de puissance de recharge, on n'a pas forcément énormément de capacité. Donc aujourd'hui, les technologies qui peuvent améliorer l'expérience de recharge, c'est bien évidemment, et on en parle souvent, la puissance, enfin le stockage maximal que peut récupérer une batterie. Alors, certains disent que ce n'est pas forcément le meilleur objectif parce que qui dit une puissance, une batterie avec beaucoup d'autonomie, dit une batterie plus volumineuse, plus lourde en termes de matériaux, plus lourde dit consommation également plus importante. Donc en fait, on est en train de se mordre la queue, si je peux dire, sur ce type de dispositif. Une autre réflexion serait des capacités de recharge ultra rapides. Mais là, on a une problématique technologique. Je pense que Didier Bloch en parlera aussi plus précisément tout à l'heure. Recharger, enfin, faire de l'itinérance avec un véhicule qui ne peut recharger qu'à 50 kW, c'est un peu limité. Aujourd'hui, les stations qu'on déploie sur autoroute, c'est un minimum 150 kW, mais on voit des stations qui commencent à avoir 220. Puis évidemment, il y en a certaines qui sont à 350 kW. Bon, c'est très théorique parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui peuvent prendre ces puissances. Et puis, il faut bien prendre conscience qu'on a une courbe de recharge du véhicule qui limite naturellement cette capacité. C'est-à-dire que même un véhicule qui peut prendre 200 kW, sur une borne 200 kW, va prendre ces 200 kW les quelques premières minutes et très rapidement, cette puissance va baisser et ça va pénaliser ou augmenter la durée de raccordement pour pouvoir se recharger. Tous ces sujets-là sur lesquels il faut qu'on travaille collectivement avec un maillage dense des bornes de recharge, sachant quand même que globalement, et ça me semble aussi quelque chose à avoir en tête, même si on peut se satisfaire aujourd'hui d'avoir déployé sur cette année, alors les 9 premiers mois de l'année, à peu près 15 000 points de recharge. On était à 32 000 en début d'année, maintenant on a 15 000 de plus, presque plus de la moitié en 9 mois, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais on n'est qu'au tout début du déploiement. 2025-2030, ça va arriver très vite. On estime les parcs roulants à 5 ou 8 millions de véhicules, contre 600 000 à peu près aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un x8, x10 ou x12 en termes de déploiement de bornes. Donc aujourd'hui, on est vraiment qu'au tout début et il faut qu'on puisse déployer ces bornes et ces usages dans tous ces usages, que ce soit de cette recharge à domicile, cette recharge en voirie, cette recharge sur les parcs de stationnement, chez les employeurs, dans les entreprises, mais évidemment en itinérance, avec de la recharge rapide et segmenter un petit peu tous ces sujets. On a un vaste sujet, un vaste chantier devant nous et il ne fait que commencer. Merci beaucoup. Donc, effectivement, premier axe de travail, le maillage intelligent du territoire en borne en fonction des besoins et des nouveaux modes et évolution des habitudes. Second axe, la batterie. Et comment fait-on pour améliorer son efficacité, mais comment fait-on aussi pour améliorer le niveau de confiance de l'utilisateur dans la batterie qu'il a? C'est toujours un sujet d'inquiétude qu'on peut avoir. J'ai mon véhicule électrique, mais est-ce que la batterie ne va pas me lâcher alors que je fais ma course pour aller chez Ikea? Heureusement, il y a des solutions qui existent et j'aimerais qu'on puisse en discuter avec vous, Monsieur Hébert. Ouais, bah c'est exactement ça. Bon, déjà, je partage tout ce qui a été dit avant sur les freins qui existent encore, de moins en moins, mais qui existent toujours sur le véhicule électrique. On a beaucoup parlé de l'usage qui change énormément, donc comment je recharge à domicile, en itinérance, etc. Nous, on a identifié un autre gros frein, ou en tout cas niveau d'inquiétude, qui portait plutôt, on va dire, sur la valeur du véhicule électrique. D'abord, son coût d'achat, qui est encore très élevé, mais aussi l'évolution de cette valeur dans le temps. Tout ce qui tourne autour des coûts d'entretien, etc. Comment est-ce que je vais pouvoir réparer ma voiture électrique, etc. Et quel est le niveau de valeur résiduelle au moment où je vais vouloir vendre mon véhicule électrique d'occasion. Donc toute cette crainte autour de vraiment la valeur du véhicule électrique. Et évidemment, le point central d'un véhicule électrique reste sa batterie. Aujourd'hui, une batterie à réparer ou à remplacer, ça coûte plus de 10 000 euros. C'est un objet qui coûte extrêmement cher. On a tous un peu ce traumatisme de la batterie du téléphone portable qui tient 2-3 ans et puis après, dès qu'il fait un petit peu froid, ne tient plus du tout la charge, voire s'éteint au mauvais moment. Et on projette un petit peu cette peur, à tort ou à raison, mais on la projette sur les véhicules électriques.
Alors bon, je peux déjà rassurer quand même une partie de l'audience, les batteries des voitures électriques sont quand même beaucoup plus robustes que les batteries des téléphones portables, heureusement, mais il y a quand même toujours ce qu'on appelle ce vieillissement des batteries, cette perte de qualité dans le temps, et c'est évidemment l'une des principales questions qu'on se pose quand on souhaite acheter un véhicule électrique, c'est OK, qu'est-ce que ça vaudra dans quelques années, et est-ce que ma batterie sera toujours au rendez-vous? Et donc nous, avec notre société, on a décidé de créer notamment Label Batterie, pour apporter justement un peu plus de transparence, un peu plus d'informations autour de cette question, en diagnostiquant tout simplement l'état des batteries et en restituant de manière la plus transparente et pédagogique possible l'information sur l'état d'une batterie à un moment donné. Et moi, je pense que plus on aura justement ces innovations, ces solutions sur le marché pour rassurer sur vraiment la notion de valeur d'un véhicule électrique à un certain moment, plus on pourra aussi inciter les gens à passer ce cap de l'électrique. Et donc, ça passe par du diagnostic batterie, mais ça passera aussi demain, et il y a beaucoup de projets en cours à ce niveau-là, sur tous les sujets de réparation, reconditionnement de batterie, etc. On parle aussi de swap de batterie, d'upgrade. J'ai une Renault Zoé qui fait 22 kWh. Est-ce que je peux la passer en 41 kWh? Je vais doubler mon autonomie et repartir sur un pack neuf. Voilà, tous ces sujets, c'est super intéressant. Ils sont tous tournés autour de la batterie. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire encore, mais bon, ça arrive. Il y a de plus en plus de startups qui montent sur ces sujets-là. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des solutions qui se mettent en place pour gérer, comme vous disiez, peur actuelle. Mais Monsieur Bloch, quelles sont les solutions du futur? Quand on parle de la batterie du futur, de quoi parle-t-on? Et a-t-on des raisons d'espérer? Alors, oui, on a des raisons d'espérer et de fortes raisons d'espérer. On va voir pourquoi dans quelques minutes. Ce que je voulais dire ici, c'est que, bien évidemment, je partage tout ce qui a été dit et on voit que sur cette nouvelle technologie, sur ces nouvelles technologies qui arrivent, eh bien, on apprend encore en marchant, et c'est normal. Il va falloir s'adapter en temps réel à des évolutions très fortes. Et quand je dis évolution très forte, on peut même dire que c'est une révolution qui s'annonce, qui va avoir un impact colossal sur l'ensemble de notre façon de vivre, hein, voilà. Et simultanément, on va devoir se cogner à un tsunami qui va déferler, qui est principalement dû à l'industrie asiatique, qui va proposer ses produits, qui va faire du dumping, et il va falloir tenir le choc pour pouvoir, en Europe en général et en France en particulier, faire le dos rond, tenir le coup et proposer des produits et des services qui vont répondre au moins aussi bien à ce que vont nous proposer les concurrents, les compétiteurs. Alors, j'aimerais bien partager des transparents. Je vais essayer de voir si c'est possible. Vous me dites si ça marche ou si ça ne marche pas. Sinon, je ferai ça. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Pas pour le moment. Alors, pourtant, j'ai mis partager. L'intégralité de l'écran. Partager. Alors, par contre, j'ai l'impression que le clic, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Alors, je vais faire ça avec les mains, si vous le permettez. Donc, j'ai une très bonne, enfin, nous avons tous, c'est pas moi en particulier, une très bonne nouvelle à annoncer, c'est que la durée de vie des batteries, on voit bien que c'est une crainte, hein, qui est la durée de vie de ma batterie, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mon véhicule une fois que j'aurai fait 150 000 km. La durée de vie de cette batterie semble, si elle est bien gérée, si elle est de bonne qualité, beaucoup plus longue qu'initialement escomptée par les experts en général. Les retours de terrain montrent que, par exemple, pour les batteries Panasonic qui sont embarquées dans les véhicules Tesla, eh bien, on a, après une dizaine d'années de retour d'expérience, des durées de vie assez diaboliques qui sont, par exemple, supérieures à 300 000 km, et au bout de 300 000 km, on a encore plus de 90% de la capacité initiale de la batterie. Et donc, ça change beaucoup de choses.
ça change beaucoup de choses parce que on lève cette contrainte relative à la crainte de savoir plus trop quoi faire d'un véhicule électrique une fois qu'il aura fait quelques centaines, quelques milliers ou quelques dizaines de milliers de kilomètres. Et d'autre part, on ouvre les perspectives bien plus largement que la mobilité. Effectivement, alors pourquoi? Parce que, prenons un exemple concret. Aujourd'hui, on fait donc quelques centaines de cycles avec un accumulateur. Typiquement, sur une Zoé, si vous avez 400 km d'autonomie, 500 cycles charge-décharge permettent de faire 200 000 km. 500 x 400, 200 000. Et donc, on pourrait constater que ça répond déjà aux besoins. Mais la réalité, c'est que il est très probable que dans les mois et les années qui viennent, on arrive à atteindre, voire dépasser allègrement les 2000 cycles charge-décharge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, 2000 cycles charge-décharge? Si on reprend l'exemple de la Zoé qui offre 400 km d'autonomie, 2000 x 400, ça fait 800 000 km. Et 800 000 km, ça change tout. Ça change tout parce qu'on peut très bien imaginer utiliser une partie de l'énergie qui va pouvoir être échangée par cette batterie pour des applications mobilité. Par exemple, 300 000 km, ça représente 750 cycles, avec 400 km d'autonomie par cycle. Et puis les 1250 cycles résiduels, on va pouvoir les utiliser au-delà de la mobilité pour rendre des services au réseau. Et ces services qu'on va pouvoir rendre, celui qui va les rendre, c'est-à-dire le possesseur du véhicule, va pouvoir être rémunéré pour ça, donc ça va réduire le coût de possession du véhicule. Eh bien, ces services qu'on va pouvoir rendre sont très nombreux. Ils vont de l'écrêtage des pics de puissance, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, on va rentrer chez soi le soir et que habituellement on utilise les centrales à énergie fossile pour pouvoir, au gaz par exemple, pour pouvoir répondre aux pics de puissance qui est demandé, eh bien on va pouvoir brancher les véhicules en véhicule to grid ou véhicule to home pour écrêter ce pic de puissance et réduire encore les émissions de gaz à effet de serre en supprimant le besoin d'utiliser des centrales à énergie fossile. Donc on voit que non seulement on va impacter les utilisations mobilité, mais également avoir, grâce aux batteries et à la longévité des batteries en particulier, d'autres services à rendre au réseau qui vont accroître et démultiplier le bénéfice initialement attendu. Voilà. Pour ça, pour pouvoir jouer un rôle clé pour que l'Europe, et la France en particulier, qui a un atout considérable, c'est son mix électrique décarboné, puisque pour que la France puisse exploiter au mieux cet atout qu'elle a, eh bien, il faut absolument qu'elle constitue, depuis le minerai jusqu'au recyclage, une chaîne complète de la valeur qui va pouvoir permettre la production en très très grande série d'accumulateurs et de véhicules qui vont pouvoir répondre aux besoins, aux nouveaux besoins qui s'annoncent. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bloch. Donc moi, ce que je retiens de ce premier tour d'horizon, enjeu de la mobilité, c'est que finalement, plus on avance dans le futur, plus les problématiques qui, nous, en tant que consommateurs, pouvaient nous paraître dirimants à l'utilisation, à la conversion de la mobilité, c'est-à-dire quelle technologie, est-ce que la technologie est là, est-ce que je peux lui faire confiance? Finalement, on se rend compte que les réponses existent et que on va avoir finalement un produit, une mobilité électrique, un véhicule électrique qui va se rapprocher de plus en plus du véhicule peut-être un petit peu couteau suisse, qui est le véhicule thermique, sans peut-être atteindre, je ne sais pas, jamais la possibilité de faire un Paris-Marseille en une traite. Mais en tout cas, on se rend compte qu'on se rapproche de ce modèle-là et que finalement, en vous entendant, j'ai l'impression que le rapport à la mobilité et le culturel au transport, c'est vraiment plutôt ça qui va impacter l'adhésion à la mobilité électrique. Alors, quels sont les changements culturels que vous envisagez qui permettraient également d'être levés
pour accélérer cette massification? Parce que c'est vrai qu'on a aussi des échéances. On a la fin du véhicule thermique qui arrive très rapidement, hein, dans une dizaine, un peu moins d'une dizaine d'années, c'est rapide. Clément, je vois que vous souhaitez prendre la parole. Oui, je peux répondre à ça. C'est vrai que donc, ce que vous avez dit, c'est que finalement, la technologie progressant et l'industrie se structurant, vous avez parlé du véhicule couteau suisse, et en fait, finalement, vous avez dit presque le contraire de ce que je disais moi en introduction. La mobilité électrique, c'est peut-être la mobilité d'avant avec juste un moteur électrique au lieu qu'un moteur thermique. Et donc, en effet, ça veut bien dire qu'il faut qu'il y ait des changements vraiment culturels et de rapport en fait à la mobilité. Il y a un chiffre en fait moi que je dis tout le temps et qui est assez qui illustre bien l'ampleur du changement culturel qu'il peut peut-être mener, c'est que 60% des trajets domicile-travail de moins de 5 km se font en voiture. C'est assez édifiant. Alors, ça recouvre différentes réalités, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont d'autres trajets à faire au quotidien, ils doivent transporter des objets lourds, déposer leurs enfants, etc. Donc, la voiture, parfois, reste indispensable, mais sur ces 60%, il y a forcément une grande partie qui peut se faire autrement qu'en voiture. Donc, en fait, je pense que c'est là qu'il y a, alors là, entre autres, il y a beaucoup d'autres choses, mais là que des changements culturels à avoir, c'est un changement vraiment culturel qu'on a avec la voiture. Je pense que les schémas mentaux qu'on a sont vraiment hérités de plusieurs décennies d'usage de la voiture. Et c'est là que vient en fait ce que j'ai introduit très rapidement en début d'échange, le concept de micro-mobilité qui émerge depuis plusieurs années, qui consiste à dire, voilà, tous ces trajets de moins de 5 km ou moins de 6, moins de 4, moins de 7, voilà, chacun a sa définition, mais tous les trajets courts, en fait, et en particulier dans les zones urbaines, et ça c'est important, parce que ce que je vous dis, c'est vrai dans les zones urbaines surtout, en zone périurbaine ou rurale, c'est très différent, évidemment. Mais tous ces trajets de moins de 5 km, ils peuvent être faits autrement, et avec d'autres types de véhicules, notamment. Donc, je pense qu'il y a un changement culturel à avoir sur ces trajets courts, et puis ça passera par l'émergence de nouveaux véhicules. Le vélo à assistance électrique, c'est une réponse, mais il y a beaucoup d'autres choses. Hein. En gros, on considère que les micro-mobilités, c'est tous les véhicules qui font moins de 500 kg et qui sont électriques, pour faire très simple. Donc, on va voir émerger, c'est souhaitable de voir émerger toute une série de véhicules pour répondre à ces usages-là. Et donc, qui dit nouveau véhicule, dit nouvelles offres, nouveaux business models, nouveaux modes de consommation. Et là, il y a un énorme terrain de jeu qui est assez fascinant. Est-ce que c'est les constructeurs automobiles qui le prendront? Est-ce que ça en sera d'autres? En tout cas, ce qu'on observe, et je vais peut-être terminer là-dessus, c'est qu'on voit que toutes ces opportunités qui s'ouvrent, et j'ai parlé que des micro-mobilités, j'ai fait un focus sur un point particulier que je connais, mais il y en a d'autres. En fait, on voit que ces opportunités, c'est beaucoup des nouveaux entrants qui les prennent et beaucoup des startups. Nous, on voit tous les jours au Move Lab. Et ça, je trouve ça intéressant. Ça devrait interroger, ça les interroge de toute façon, hein, des acteurs historiques de la mobilité. Alors, effectivement, Clément, merci hein, d'avoir pointé le fait qu'il y avait peut-être un paradoxe apparent avec la première petite conclusion que j'ai faite, parce qu'effectivement, là où j'ai pas introduit la bonne variable, c'est la variable de la temporalité. Dans l'apparition, en tout cas, les progrès technologiques nous laissent penser qu'on aura peut-être l'apparition de ce véhicule électrique couteau suisse qui nous permettrait de moins changer nos habitudes. Mais est-ce qu'il va arriver suffisamment tôt? Et a priori, ce n'est pas le cas. Et donc, on va être obligé de réaliser peut-être ce bridge avec des changements culturels imposés, mais qui finalement feront en sorte que ce véhicule couteau suisse, on en a plus besoin. Alors, comment est-ce qu'on accompagne au mieux ces changements culturels avec l'innovation, la technologie, mais peut-être aussi comment les changements que nous imposons aussi à nos modes de transport. Vous parlez du covoiturage, c'est aussi quelque chose qui se développe de lui-même. Vous parliez du fait que les jeunes générations sont moins enclines à posséder et préfèrent louer. C'est aussi finalement des changements culturels qui ne sont pas imposés par un changement de mobilité, mais que le consommateur va aussi imposer à la mobilité elle-même. Alors quelles seraient effectivement les innovations nécessaires pour accompagner ces changements culturels qui vont dans les deux sens?
Je pense qu'il y a un point, effectivement, vous touchez un point qui est assez important. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a certaines situations, des trajets courts par exemple, où on peut se dire la voiture, on peut s'en passer. Aujourd'hui, ce qui se passe, et j'ai envie de dire malheureusement, c'est encore plus d'actualité avec le véhicule électrique, c'est que pour les personnes qui, pour on va dire 10% ou 15% de leur trajet, sont obligés d'avoir un véhicule à leur disposition, aujourd'hui, ils vont souvent l'acheter ou faire une location longue durée. Et une fois qu'on a acquis un véhicule, qu'on paye l'assurance, qu'on paye l'entretien, finalement, le coût d'utilisation, il est extrêmement faible. Et on peut faire un exemple très simple, ça peut être à Paris, mais je pense que c'est dans d'autres villes aussi. Finalement, une fois qu'on a tous les coûts fixes du véhicule qui sont amortis, entre le coût d'un transport en commun ou le coût d'un vélo ou d'une trottinette ou le coût finalement de l'électricité à la marge pour faire les quelques kilomètres qui nous séparent de notre distance, ben finalement, le véhicule devient la solution la plus économique. Donc ça, effectivement, alors je pense que c'est vraiment au niveau de l'écosystème de la mobilité qu'il faut trouver des solutions. La solution, elle n'est pas forcément technique, mais je pense que ce qui serait important, et du coup, là, je pense qu'effectivement, un nouvel acteur peut arriver et on peut renverser le marché, ou sinon les politiques publiques qui peuvent aussi s'investir. Mais c'est, je pense, effectivement un pass multimobilité qui permettent à quelqu'un qui possède une voiture d'une façon ou d'une autre de se dire eh ben, finalement je peux prendre le meilleur trajet au meilleur moment pour la meilleure situation et ça va pas forcément me coûter plus cher parce que tout est inclus dans le pass. Et donc ce matin il fait beau, je peux prendre un vélo, demain je prendrai un transport en commun et puis peut-être un peu plus tard je dois aller un petit peu plus loin, bon ben je loue une voiture pour faire quelques kilomètres, mais finalement le prix de location de ce véhicule et la facilité aussi d'accès à ce véhicule me permettent de me dire je peux vraiment me passer totalement d'une voiture électrique, enfin d'une voiture de façon générale et dans notre cas on l'espère une voiture électrique. Point là-dessus, il y a un énorme souci en fait qui empêche finalement le passage, aux masses en fait finalement, c'est ce que vous avez introduit avec le concept de pass multimobilité, c'est qu'en fait les gens ont beaucoup de mal à estimer quel est le coût de leur voiture, le TCO de leur voiture. C'est quelque chose que les personnes sous-estiment. J'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai vu récemment une étude, c'était en Suède je crois, les gens sous-estimaient de 40 à 50% le TCO de leur voiture. Et donc en fait, si on a conscience, on pense que sa voiture coûte 50% moins cher que la réalité, bah, tout ce qui est alternatif, et notamment de l'ordre de la mobilité servicielle et le MaaS, et les mobilités partagées, etc., bah, ça devient moins attractif parce qu'en fait, on n'a pas conscience que c'est intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue purement financier. Donc ça, c'est un souci, et donc il y a un enjeu que le coût réel de la mobilité de la voiture individuelle soit perçu par les consommateurs. Et là, c'est encore un challenge aujourd'hui. Personne n'a vraiment craqué ça. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot ou une idée que vous n'avez pas pu développer dans la table ronde avant qu'on passe aux questions. Ouais, juste un point que j'aimerais souligner. On parle beaucoup des nouveaux acteurs, en effet, qui vont pouvoir disrupter vraiment tous ces sujets autour de la mobilité. Moi, j'aimerais souligner quand même que tous les acteurs, enfin une grande partie des acteurs historiques sont déjà en train de prendre ce virage et il y a déjà des choses qui sont en train d'arriver. Et on n'est pas obligé de se projeter à 10-15 ans pour imaginer le nouveau de la mobilité. En fait, on est déjà aujourd'hui en train de le vivre tous les jours. La dernière fois, je me baladais sur un site constructeur. Plus aucun constructeur automobile ne se décrit comme un constructeur automobile. Ils sont fournisseurs de mobilité. Et donc, ils intègrent dans leur portefeuille justement plein de solutions de car sharing, etc. La RATP, par exemple, a sorti une nouvelle application. La RATP, son application avant servait simplement à, en gros, connaître avec très peu de précision les horaires des trains. Aujourd'hui, sur l'application de la RATP, on peut réserver un VTC Marcel, on peut prendre une trottinette Bolt. Donc, il y a déjà cette évolution très concrète vers le multimodal, vers le MaaS. Et ça, quelque part, moi, je trouve ça, voilà, je trouve ça super. Je pense qu'on a encore besoin de ce bridge dont Hélène vous parliez, avec cette voiture électrique un peu couteau suisse, où on a besoin, voilà, quand même d'avoir quelque chose où on va un peu pas trop sortir de l'usage qu'on connaît sur le véhicule, et donc on cherche une voiture qui doit faire absolument 500 km, 600 km, qui va nous permettre d'aller en vacances, d'aller au travail, d'aller chercher ses enfants, etc.
On a besoin de cette voiture couteau suisse encore pour faire ce dernier pas. Mais quand on voit la sortie, par exemple, de l'Ami, qui est une voiture, moi je trouve, des voitures qui a le plus disrupté l'automobile ces dernières années, c'est génial, quoi. C'est une voiture électrique qui coûte quasiment rien, il y a du plastique partout, c'est tout petit, c'est fait pour de l'ultra citadin, mais ça fonctionne, quoi. Et donc, on voit arriver sur le marché ces choses-là aujourd'hui. C'était mon mot de la fin. Merci Guillaume. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on prenne les questions de la salle? Oui, peut-être. Juste un tout petit complément pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit. De la véhicule couteau suisse, c'est qu'à un moment donné, on a peut-être un risque pour les utilisateurs de croire que leur véhicule, et c'est le cas par exemple, alors je ne vais pas en citer, mais on a des véhicules, des petites citadines qui sont à multimotorisation, c'est-à-dire on peut choisir entre moteur thermique et moteur électrique. Et donc de l'extérieur, c'est exactement le même véhicule. Et en fin de compte, à l'usage, en termes de réalité, ce n'est pas du tout le même véhicule. C'est-à-dire qu'avec l'un des deux, on peut faire le Paris-Marseille qu'on évoquait tout à l'heure. Avec l'autre, c'est un petit peu plus compliqué. Quelqu'un qui fait l'acquisition ou la location d'une amie, par exemple, c'est sûr, vu le modèle, il ne se dit pas que j'irai en vacances faire Paris-Marseille avec. Voilà, alors qu'on peut avoir, alors c'est un peu l'aspect esthétique des véhicules, les véhicules électriques avant, effectivement, c'était des petits véhicules très citadins, où l'usage était vraiment réservé aux déplacements très très courts. Maintenant, on peut avoir dans l'aspect esthétique, dans la dimension, on a des SUV électriques, et donc qui peuvent faire croire à ce couteau suisse, qui en réalité ne l'est pas encore. Donc on peut avoir un risque déceptif de certains utilisateurs, alors que le marché n'y est pas. Bon, évidemment, aujourd'hui, typiquement, on va avoir d'énormes progrès sur ce couteau suisse. Voilà, on a plusieurs couteaux suisses, les très épais avec 15 ou 20 lames, et puis les plus petits avec 3-4 simplement. Voilà, progressivement, on est en train d'améliorer fortement, je pense, les usages, et puis d'avoir un peu plus de lames tous les 6 mois ou tous les ans. Mais on n'a pas encore et est-ce que c'est utile d'avoir le couteau qui fait 10 cm d'épais avec cuillère, fourchette, scie à métaux et cure-dent, etc. C'est pas forcément très pertinent. Justement, parmi les différentes lames du couteau suisse, on revient aussi à la problématique de la batterie. Donc, je vais prendre une des questions de la salle et je vais vous la transmettre, Monsieur Bloch. Quand peut-on espérer des batteries beaucoup moins lourdes et moins gourmandes en matériaux? Alors, parlons en mettant tous les éléments sur la table, sans se faire de nœuds au cerveau. L'électrochimie, ce n'est pas la microélectronique. On ne progresse pas d'un facteur 2 tous les 6 mois ou tous les ans. L'électrochimie, c'est des matériaux. Si on a le lithium, qui est un des matériaux les plus réducteurs, et qu'on l'associe à un des matériaux les plus oxydants, on peut difficilement faire mieux pour faire un couple électrochimique, un couple oxydo-réducteur. Et donc, aujourd'hui, avec des accumulateurs lithium-ion, ce qu'on peut dire, c'est que, bien sûr, on continue à progresser, mais il ne faut pas s'attendre à doubler la densité d'énergie dans les 10 ans qui viennent. Alors, les miracles sont toujours possibles. Après, c'est une question de probabilité que le miracle arrive. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que les gigafactories qui sont en train d'être construites intègrent des procédés de fabrication des matériaux, etc., qui sont pas loin d'être figés, et qu'on ne va pas changer un procédé qui a coûté 5 milliards d'euros à mettre en place tous les 3 mois. Donc, ce qui est probable, c'est que les technologies qui sont actuellement mises sur le marché, bien sûr, il y aura des améliorations incrémentales, mais ce sont à la base celles qui sont disponibles aujourd'hui, et ça ne va pas changer dans les 10 ou 15 ans qui viennent, de la même façon qu'on ne change pas quelque chose qui marche, qui a coûté très cher. Donc, il ne faut pas s'attendre à un doublement de la densité d'énergie dans les mois qui viennent. Par contre,
La question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'un véhicule qui va répondre exactement au même service que ce que rend aujourd'hui un véhicule à moteur thermique? Alors, c'est ce qu'on voudrait en tant que consommateur. Mais en même temps, si on voulait faire sourire, je dirais qu'on peut, si on veut séduire les consommateurs, et je pense que les jeunes y sont prêts, beaucoup plus que les vieux comme moi, à saisir des opportunités nouvelles. Et comme souvent, pour le coup, on en est tous là, les jeunes comme les vieux, c'est par l'appât du gain, hein, si on veut sourire, qu'on peut être séduit. Alors, quel est cet appât du gain? Eh ben, prenons 3 cas très très courts et très simples à comprendre, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est avec des cas concrets, comment je réagis. Je sors de la gare parce que je viens dans une ville, j'ai 50 véhicules de type AMI qui sont garés devant, que je peux prendre avec ma carte bancaire pour faire 20 km ou 50 km dans la journée pour aller visiter un truc ou pour aller voir un client. Voilà. Là, l'AMI répond parfaitement aux besoins. J'ai mon véhicule perso, comme j'ai aujourd'hui, qui ressemble à mon véhicule perso, thermique. J'en ai un électrique, hein, donc je peux vous dire comment ça se passe tous les jours. Mais si je sais que lorsque je branche mon véhicule le soir et que je peux connecter mon véhicule au réseau et que je vais gagner de l'argent, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu d'argent tous les soirs, parce que je vais rendre des services au réseau et que ça va en plus me permettre de répondre à une exigence de réduction des émissions de CO2 et que je suis content à titre personnel grâce à ça, eh bien, l'appât du gain, c'est je vais me payer une partie de ma batterie, je vais me rembourser une partie de ma batterie petit à petit tous les soirs, en branchant mon véhicule sur le réseau et en restituant une part de l'énergie qui est contenue dans ma batterie. Troisième hypothèse, j'ai une longue distance à faire. Eh ben, il faut savoir que si on se place du point de vue du conducteur moyen, que je suis, la distance moyenne parcourue, c'est 35 km par jour, entre 30 et 35 km par jour. 30 et 35 km par jour, c'est 5 kWh échangés. 5 kWh, on n'a pas besoin de plus. On a des batteries qui font 100 kWh dans les bagnoles, alors qu'on a besoin de 5 kWh en moyenne par jour pour se déplacer. Sauf que on se dit, oui, mais même ma voiture, je veux aussi pouvoir l'utiliser 4 fois par an quand je vais en vacances. C'est quelque part une hérésie, parce que ça fait une batterie sur roulette pour répondre à 4 fois par an où on part en vacances. Est-ce que les jeunes, et je pense que oui, la réponse est oui, sont pas prêts à imaginer un véhicule qui a une capacité limitée, qui permette de durer une petite semaine, par exemple, qui soit avec 32 à 50 kWh, comme une Zoé aujourd'hui. Et puis, quand je pars en vacances 4 fois par an, ben, je loue une voiture, qui peut être avec une motorisation différente. Et celle-là me permettra de faire plusieurs centaines de kilomètres. Ou je vais en transport en commun, ou etc. Et quand je vais, donc c'est pas antinomique par rapport à ce qu'on présentait tout à l'heure, ou ce que Clément présentait, ou les autres intervenants, c'est-à-dire que, et si j'ai 5 km à faire, ou 30 km à faire en vélo, je dois les faire en vélo si je peux les faire, et que ça me fait plaisir. Donc le choix, la bonne nouvelle là aussi, c'est que les choix sont multiples, et que j'ai aucun scrupule, ni aucune hésitation à dire que les jeunes vont s'en saisir, et que tout ça va permettre de diminuer le TCO du véhicule, et pas de l'augmenter. Dans quelques années, même pas, dans quelques mois, un véhicule électrique, globalement, de façon systémique, sera moins cher qu'un véhicule à moteur thermique. Parce qu'on va pouvoir rentabiliser sa batterie. Une batterie qui fait 300 000 km, ou même 500 000 km, c'est 2 fois moins cher qu'une batterie qui en fait que 200 000. D'accord? Et donc, on va pouvoir réduire le TCO du véhicule grâce à ça. Donc, le facteur principal d'amélioration dans les années qui viennent, à mon avis, l'avenir jura, parce que je peux me tromper, c'est pas l'amélioration de la densité d'énergie d'un facteur 2, c'est l'amélioration de la durée de vie de la batterie d'un facteur 2, ou d'un facteur 3, voire d'un facteur 4. Et c'est ça qui va tout changer. D'accord? Alors, on reste sur une question sur les batteries, mais dans une approche un peu plus écosystème. Si les durées de vie des batteries sont plus importantes qu'espérées, ne serait-il pas envisageable d'avoir une norme permettant d'avoir les mêmes, alors excusez-moi, d'avoir les mêmes batteries dans tous les véhicules et créer un service de changement de batterie plutôt qu'une recharge? Je ne sais pas si c'est une question pour vous, Monsieur Renard. Est-ce que c'est des pistes que l'on intègre justement dans les stratégies de développement du réseau de bornes français? Non, aujourd'hui, c'est pas vraiment une. Enfin, ça peut être une piste, hein. C'est pas exclu, bien naturellement.
je ne veux pas montrer la difficulté d'instaurer des normes, mais quand on voit déjà la difficulté qu'on a eue pour les connecteurs pour les véhicules électriques, entre la T1, la T2, la T3, le combo, le CHAdeMO, etc., faut bien voir que derrière la mise en place de sujets de normalisation, il y a des batailles industrielles, économiques très fortes, très complexes, qui sont difficiles à porter et qui doivent être portées naturellement. Enfin, au niveau national, c'est pas le bon niveau. Il faut que ce soit porté par un niveau au moins européen. Et aujourd'hui, cette technologie, même si elle peut avoir de bonnes idées, enfin de bonnes perspectives techniques, d'un point de vue pratique, sa mise en œuvre est un peu complexe aujourd'hui. Enfin, à l'heure en 2021-2022, c'est pas encore le bon timing, on va dire. Et sur ça, je voudrais rajouter quelque chose. C'est effectivement, depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'un petit peu changer les usages. Et je pense que cette approche de dire est-ce qu'on est capable de faire du changement de batterie à la volée dans une station-service, en fait, c'est typiquement l'esprit inverse de dire surtout ne changeons pas du tout nos habitudes. Et je pense qu'on est dans un changement au niveau de la mobilité qui permet justement de changer un petit peu notre approche, d'avoir une approche un peu plus lente, un peu plus prendre le temps. Quand on voyagera sur autoroute, et ben, effectivement, on respectera les 30 minutes de pause toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures parce que, c'est bien pour se reposer et pour conduire, et puis aussi parce que j'espère dans les stations-service, il y aura des offres pour s'amuser avec ses enfants, avec visiter des choses. On est vraiment à un moment charnière où on peut se dire on a la possibilité de changer à la fois technologiquement et aussi nos habitudes, et je pense que ça, c'est un aspect positif. Je vois que tout le monde opine à votre intervention, Guillaume, qui résume finalement très bien l'ensemble des interventions de la table ronde. C'est qu'on a effectivement une opportunité de pouvoir changer à la fois nos habitudes tout en étant accompagnés par une nouvelle technologie. Est-ce que l'on se quitte sur ce mot de la fin, ou est-ce que il y a une dernière idée que quelqu'un souhaiterait jeter dans l'arène avant que je vous remercie tous? Pour que tout ça devienne une réalité, il est critique que l'industrie française en particulier se mobilise, et c'est le cas déjà aujourd'hui, pour fabriquer le cœur de ces nouveaux véhicules, qui est la batterie. Depuis, encore une fois, sur l'ensemble de la chaîne de la valeur, depuis le matériau jusqu'au recyclage, en passant par la cellule, le module, la batterie, les matériaux, etc. C'est vraiment critique, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que ce sont des acteurs étrangers, j'ai rien contre les étrangers, la question n'est pas là, qui vont nous proposer leurs produits à bas coût, qui seront très performants. Et le problème, c'est que si on perd l'industrie automobile en France, eh bien, que va-t-on devenir? Merci beaucoup, Monsieur Bloch. Effectivement, pour ceux qui... Ah, excusez-moi. Clément. Oui, en fait, en regardant mes notes, je me rends compte qu'il y avait deux petites idées que je voulais, une idée que je voulais évoquer, que j'ai pas eu le temps de faire, et je pense qu'elle est assez intéressante. Il faut tout de même qu'on ait en tête que la mobilité électrique, la transition vers la mobilité électrique, elle doit être inclusive, et en tout cas inclure tout le monde. Et il y a deux choses que je voulais inclure là-dessus, évoquer là-dessus. Tout d'abord, faut se rendre compte, là je fais un peu le porte-parole du CNPR, en tout cas de la filière que représente le CNPR. La plupart des innovations, des nouveaux business models, des nouvelles offres, etc., sont très pertinentes pour les villes, pour les centres-villes, mais il faut faire attention à ne pas oublier les zones périurbaines et les zones rurales où la voiture, en fait, c'est encore clé critique, et on voit que quand ça devient impossible de se déplacer en voiture, quand on a une essence à 2 € du litre, c'est une réalité, et on se rend compte que c'est des territoires qui peut-être peuvent mourir à cause de ça. Donc, il ne faut pas oublier que la mobilité sur les territoires, si pour qu'elle devienne électrique, il faut qu'elle soit tout de même pas trop chère, finalement. Et puis, dans les villes, il y a aussi quelque chose qui arrive très bientôt, qui est quelque chose qui peut-être être un changement de paradigme total, c'est les ZFE. C'est-à-dire que dans quelques années, et ça va être progressif, mais il y aura de plus en plus de véhicules thermiques qui seront interdits
dans les centres-villes. Alors certains centres-villes, ça tout dépend de la couleur politique de la collectivité locale, de la métropole, mais on peut supposer qu'en Ile-de-France, par exemple, dans quelques années, une grande partie du parc de véhicules soit obsolète parce que trop vieux, et ça, ça fait qu'on pourrait, il y a un risque d'isoler en fait, d'isoler une grande partie de la population qui est équipée de véhicules assez anciens et pas électriques, donc de leur mobilité du quotidien. Donc, voilà, c'est une petit concept que je voulais soulever. Juste pour compléter ce que dit Clément, et je conclurai là-dessus parce que je dois malheureusement vous quitter. Oui, on doit aussi passer la prochaine table ronde, mais je vous laisse 1 minute. Une phrase. Hélène, vous avez parlé de l'enjeu écologique comme un des enjeux principaux, même l'enjeu principal de la mobilité. Vous avez parfaitement raison. Et comme le dit Clément, il y a aussi un autre enjeu extrêmement important qui est un enjeu social sur les transports, la manière dont on se déplace dans un État. C'est pour ça que c'est un enjeu politique extrêmement important. Et donc, voilà, ne pas perdre de vue qu'il y a cet enjeu social, voire sociétal derrière la question de la mobilité. Et donc, bien avoir les deux en parallèle. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous laisse là-dessus. Merci à tous pour ces interventions. Et je le précisais, effectivement, un replay sera disponible à partir du 28 octobre. Merci à tous pour vos interventions. Merci à toutes et à tous qui nous ont suivis. Prochaine table ronde à 11h40 sur l'innovation et réduction de l'empreinte du numérique, que vous pouvez également suivre en direct sur la chaîne YouTube numéro 1 de la Green Tech Innovation. Et à 11h40 également, les procédés innovants pour mesurer la qualité de l'air, rediffusés sur la deuxième chaîne Green Tech Innovation YouTube. Et on clôturera la matinée avec un pitch de la société Actionable, spécialiste dans le conseil en intelligence artificielle durable et responsable. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.